Bonjour chers abonnés, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour qu'on travaille en français. Aujourd'hui, nous allons faire un petit distinguo entre schéma narratif et schéma de narration. Avant qu'on ne commence cette leçon, je vous prie d'écouter deux enseignantes de français de classe exceptionnelle. D'une part, Madame Fifel pour la classe de 4e et d'autre part, Madame Régine Marquise pour la classe de 3e. Écoutez et regardez. On commence en 4e. Je suis Feujo Fifel Estelle, enseignante de français et également tutrice des apprenants de la classe de 4e dans le compte des enseignements apprentissages du Distance Education. Alors ce matin, chers apprenants, nous allons aborder notre 18e leçon qui porte sur l'expression écrite. Et qu'allons-nous voir? Nous allons étudier le schéma narratif. Cela sous-entend que tu connais déjà identifier un texte narratif. Alors, pour mener à bien cette leçon, nous allons commencer par la formulation de l'objectif parce que tu dois savoir à quoi parvenir à la fin de cette leçon. Après, nous allons continuer avec les prérequis, la découverte de la situation problème, le traitement de la situation problème, la formulation de la règle et enfin un exercice d'application. Tu connais déjà le plan. Alors, en guise d'objectif, cher apprenant, qu'est-ce que tu devras être capable de faire à la fin de cette leçon? Tu devras construire le schéma narratif d'un récit, c'est-à-dire d'un texte narratif dans diverses situations de communication. Je reprends, à la fin de cette leçon, cher apprenant, tu devras construire le schéma narratif d'un récit dans diverses situations de communication. Et pour ce faire, tu auras besoin de convoquer certaines notions, mais auparavant, tu devras avoir comme objectif intermédiaire comprendre la structure d'un texte narratif. Comment est-ce qu'un texte narratif est structuré? Qu'est-ce qui fait la différence entre un texte narratif et un autre type de texte tel que le texte argumentatif ou dialogal? Alors, tu devras ensuite améliorer ta compréhension de l'évolution d'une histoire. Et pour améliorer cette compréhension, on va se focaliser sur les actions, les événements. C'est pourquoi tu devras situer les événements les uns par rapport aux autres. Et enfin, bien sûr, améliorer ta compétence de lecture. Alors, pour mener à bien cette leçon, cher apprenant, tu devras déjà convoquer des notions telles que le récit, l'univers narratif. Qu'est-ce qu'un récit? Généralement, on oppose le récit au discours. Le récit, c'est une histoire racontée, fictive ou réelle, jouée par des personnages dans un cadre spatio-temporel bien défini. Alors, l'univers narratif se constitue, par exemple, des personnages, du cadre spatio-temporel, c'est-à-dire du lieu, de l'espace et des actions, n'est-ce pas, qui sont jouées par ces personnages-là. Et qu'est-ce qu'un personnage? Par la suite, tu devras connaître, identifier un personnage. C'est une personne, fictive. Un personnage, c'est quelqu'un qui n'est pas réel. C'est un être de papier. Et par la fin, tu devras savoir ce que c'est qu'une intrigue. Une intrigue, c'est l'ensemble d'actions d'une histoire. Bien. Cher apprenant, je te demande donc d'être très attentif parce que nous allons commencer la lecture du texte qui va nous permettre de voir la notion du schéma narratif. Alors, tu lis avec moi. Corpus. Il était un brave homme qui vivait dans un pays lointain. Il avait une belle maison et une ravissante fille. Il lui donnait tout ce qu'il pouvait. Alors, pour lui faire plaisir, il épousa une veuve qui avait 2 filles. Ainsi, avec une nouvelle maman et 2 sœurs, sa fille aurait tout pour être heureuse. Mais hélas, le brave homme mourut peu après. Tout changea pour la fillette. Sa belle-mère n'aimait que ses 2 filles, Anastasia et Javotte, égoïstes, laide et méchante. Sa marâtre, qui était fort méchante,
lui confia des tâches les plus rudes, la faisait coucher au grenier et la malmenait sans cesse. Les filles de la méchante femme traitaient Cendrillon plus mal encore. Cendrillon s'ennuyait. Un jour, le roi dit à son majordome, « Il est grand temps que le prince, mon fils, se marie. Nous allons organiser un bal aujourd'hui même. » Ce soir-là, alors que la cruelle marâtre et ses filles s'apprêtaient à partir pour le bal, Cendrillon, meurtri et désespéré, s'enfuit dans la cour et se mit à pleurer. Soudain, Cendrillon entendit une voix. C'était sa marraine la fée qui lui dit « Sèche tes larmes, tu iras au bal, je te le promets. N'oublie pas que j'ai un pouvoir magique. » Et d'un coup de baguette, elle transforma une citrouille en un élégant carrosse, des souris en fiers chevaux, un chien en cocher et les petites grenouilles en valets de pied. Mais Cendrillon était triste de se voir si mal vêtu. Un autre coup de baguette magique et apparurent de magnifiques pantoufles de verre. Puis la fée changea la vieille robe de Cendrillon en une somptueuse robe de bal. Quand Cendrillon fut prête, la fée lui donna un avertissement. « Sois de retour ici à minuit sonnante, car après minuit, tout redeviendra comme avant. Soyez sans crainte, ma reine, je m'en souviendrai. » Et le carrosse partit vers le château. Sitôt que Cendrillon apparut au palais du roi, le prince sut que c'était elle qu'il attendait. La musique commença et le prince l'invita à danser. Ils dansèrent toute la soirée. Le cœur de Cendrillon chantait de joie. Tout à coup, Cendrillon entendit l'horloge du clocher qui sonnait minuit. « Oh, il faut que je m'en aille, dit-elle. » Le prince voulut l'empêcher de partir, mais Cendrillon était déjà sorti de la salle de bal et, sans s'apercevoir qu'elle perdait une de ses pantoufles, avait bondi dans son carrosse qui la ramena chez elle en toute hâte. Le dernier coup de minuit venait à peine de sonner que tout redevint comme avant. Tout, sauf l'autre pantoufle de verre qu'elle put conserver en souvenir de cette merveilleuse soirée. Au palais royal, un serviteur trouva la pantoufle perdue et la porta au prince. Son père le roi, avec l'approbation de la reine, donna ordre de faire essayer la pantoufle à toutes les filles du royaume et demanda qu'on ramène au palais royal celle qui pourrait la chausser. Au hasard de ses recherches, le prince arriva à la demeure de Cendrillon. Ses sœurs, Anastasia et Javotte, essayèrent la pantoufle, mais leurs pieds étaient trop grands. Le prince allait partir quand Cendrillon demanda de chausser la pantoufle de verre. Sa marraine, la fée, apparut et d'un dernier coup de baguette transforma Cendrillon. Le prince, qui en était déjà amoureux, la demanda en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux. Cendrillon et le prince vécurent une longue vie de bonheur. Le texte est de Charles Perrault. Le titre c'est Cendrillon, une œuvre éponyme, c'est-à-dire que cette œuvre porte le nom de l'héroïne du récit publié en 1983. Alors, chers apprenants, nous venons de terminer la lecture du corpus. Et nous allons continuer avec la découverte de la situation problème où nous allons rappeler l'objectif de la leçon. Alors, comme consigne, je te demande de lire l'objectif de la leçon et de dire ce qu'on attend de toi à la fin de celle-ci. Qu'est-ce qu'on attend de toi, cher apprenant? Si tu m'as bien écouté depuis le début de la leçon, bien sûr, c'est clair qu'on attend que tu sois capable de construire le schéma narratif d'un récit dans des situations de communication variées. Très bien.
Nous continuons avec le deuxième palier, repérage de la notion. Tu vas lire le texte, puis dire brièvement ce dont il parle. De quoi parle le texte que nous venons de lire? Tu as bien lu avec moi. Oui. La réponse est que le texte relate la vie d'une jeune fille après le remariage et le décès de son père. Le texte nous parle de la vie d'une jeune fille après le remariage et le décès de son père. Et cette jeune fille en question est Cendrillon. Consigne, quels sont les personnages que l'on mentionne au début de ce récit? Le début du récit, je pense, est marqué par le premier paragraphe. Quels sont les personnages que l'on évoque dans ce début de récit? Les personnages du début du récit sont le père de Cendrillon, Cendrillon elle-même, la marâtre de Cendrillon et les deux sœurs de Cendrillon, Anastasia et Javotte, filles de sa belle-mère. Voilà les personnages que l'on mentionne au début du récit. On continue également avec le roi, le prince et le majordome. Bien. Alors, puisque nous avons situé le texte, on a identifié de quoi il parle, ainsi que les personnages du début. Nous allons continuer avec le traitement de la situation problème, qui aura pour première consigne de fournir des informations du début de l'histoire sur les personnages. Je reprends. Quelle information nous fournit le début de l'histoire sur les personnages précités, à savoir Cendrillon, son père, la marâtre et les deux sœurs? Et comment débute cette histoire? Toute histoire a un début, toute histoire a une fin, chers apprenants. Comment débute, commence l'histoire que nous venons de lire et quelle information le texte nous donne sur les différents personnages mentionnés au début de l'histoire? La réponse est que, au début de l'histoire, le texte nous donne comme information le remariage du père de Cendrillon dans le but de procurer du bonheur à Cendrillon afin qu'elle ait une mère et des sœurs. Le texte nous dit également que le père de Cendrillon aimait beaucoup sa fille Cendrillon. On nous précise également le lieu de l'action dans un pays lointain. Là, c'est le cadre qui abrite l'intrigue. Dans un pays lointain. Alors, le début de l'histoire est marqué par la vie heureuse de Cendrillon avec son père, qui voit sa famille s'agrandir par le remariage de son père et l'arrivée de deux sœurs. On se dit, une fille orpheline qui n'a pas de mère, il est bon pour elle que je me remarie, comme ça elle aura une mère et elle aura aussi des sœurs qui seront pour elle une compagnie. Donc le père n'a pas mal réfléchi en se remariant. Mais on va voir par la suite qu'il y a eu un choc. C'est pourquoi, deuxième consigne, quel événement vient perturber la vie paisible de cette famille qui avait tout pour être heureuse? Le père se remarie, Cendrillon gagne une mère, en des sœurs, et la femme en question, marâtre de Cendrillon, gagne un foyer, elle gagne un mari, et les deux sœurs gagnent également un foyer et une sœur. Mais il y a un événement dans le texte qui vient perturber la tranquillité de cette famille, c'est lequel? Bravo, c'est la mort du père de Cendrillon qui vient bouleverser, n'est-ce pas, l'assurance de cette famille. Lorsque le père de Cendrillon meurt, ça bouleverse Cendrillon parce que le masque de sa marâtre tombe. Quel masque? Le masque d'amour que sa marâtre avait pour Cendrillon tombe. Elle voit qu'elle ne peut plus faire semblant d'aimer Cendrillon puisque son père, qui l'aimait beaucoup, n'est plus là. Donc là, il y a un choc, il y a bouleversement. Et consigne, quelle succession d'événements suit la mort du père de Cendrillon? Après l'annonce de la mort du père de Cendrillon, chers apprenants, quels sont les événements qui jalonnent la continuité du récit? Qu'est-ce qui arrive après la mort du père de Cendrillon? Tu n'as qu'à relire l'histoire et tu vas
trouver que c'est clairement dit. Bien évidemment, on a plusieurs événements qui se succèdent. 1. La marâtre de Cendrillon dévoile sa haine envers celle-ci. On le dit dans le texte que elle donnait des travaux rudes à Cendrillon, elle la faisait coucher dans le grenier. Le grenier, ce n'est pas une partie habitable de la maison, mais c'est un endroit où on met des choses qu'on n'utilise plus, comme des anciens jouets quand on était enfant, des vêtements quand on était enfant, donc c'est comme un dépotoir familial. Mais c'est là qu'on faisait coucher Cendrillon. Autrement dit, elle était considérée comme une moins que rien et non comme la fille du propriétaire de la maison en question. On dit encore dans le texte que la marâtre de Cendrillon la maltraite. Ses deux sœurs également lui donnent des tâches très difficiles. Donc Cendrillon est devenue la ménagère dans la maison de son père. Voilà donc une succession d'événements qui marquent l'après-vie, ou la mort, la vie après la mort du père de Cendrillon. Alors, une autre consigne, nous allons évoluer. Dans quel nouveau décor l'intrigue évolue-t-elle? Est-ce que l'intrigue se focalise uniquement dans le pays lointain comme on l'a situé dès le début de l'histoire, ou on passe d'un cadre temporel à un autre? Est-ce que l'espace change, l'espace évolue? Et quel nouveau personnage entre en scène lorsque l'histoire, l'intrigue évolue? Je reprends. Dans quel nouveau décor l'intrigue évolue-t-elle? Quel nouveau personnage s'ajoute à ceux du début du récit? Parce que l'histoire n'est pas statique, l'histoire évolue. L'histoire de ta vie, cher apprenant, également n'est pas statique. Tu as été dans le ventre de ta maman, tu es né, tu es allé à la maternelle, tu es allé au primaire et maintenant tu es au collège. Ce qui est sûr, c'est que tu as eu plusieurs fréquentations. Donc, tu es parti d'un point A et tu es en train d'aller vers un point B. Mais qu'est-ce qui se passe entre le point A et le point B? C'est la même chose qu'on te demande ici. Est-ce que le décor a changé dans ce récit? Et quels sont les nouveaux personnages qui s'ajoutent à ceux du début du récit? La réponse est que l'intrigue évolue. On passe du pays lointain au palais du roi. On passe également de la maison de Cendrillon au palais du roi. Donc, on ne situe plus le récit dans un pays lointain qui est vague. L'espace se précise, ok? Alors, comme nouveaux personnages qui s'ajoutent, nous avons le roi, le prince, le majordome, la marraine, la fée, les deux grenouilles, le chien et bien sûr les souris. Alors, ce sont des personnages, Ne dis pas que parce que ce sont des animaux, ils ne sont pas des personnages. J'ai dit qu'un personnage est un être de papier. Même un animal est un personnage. Ok? Bien. Nous continuons avec une autre consigne. Quelle nouvelle péripétie jalonne l'évolution de l'histoire dans ces décors? Dans le palais royal, quel est l'événement qui s'y déroule? Qu'est-ce qui se passe au village? Dans la maison de Cendrillon, qu'est-ce qui se passe? Quel événement? Quelle péripétie? Quelle action? Oui, le roi au palais royal organise un bal pour trouver épouse à son fils, le prince. Premier événement. Dans la maison de Cendrillon, la marâtre et les sœurs de Cendrillon s'en vont au bal en laissant Cendrillon travailler à la maison. Toujours dans la maison, après le départ de la marâtre et de ses deux filles, Cendrillon pleure et la fée lui apparaît et change Cendrillon en une belle femme en lui donnant un carrosse, de belles chaussures, de beaux vêtements pour se rendre au bal. Voilà les événements qui arrivent. Bien, Cendrillon danse avec le prince dans le palais royal qui en tombe amoureux. On nous dit que dès que Cendrillon a apparu, le prince a su que c'était avec elle qu'il voulait faire sa vie, tellement elle était belle, j'imagine. Donc, le coup de minuit sonne et Cendrillon s'enfuit en laissant un pied de sa pantoufle de verre. Là, c'est toujours un événement.
qui se déroule dans le palais royal. Et le prince se met à sa recherche à l'aide de sa pantoufle. Il se met à sa recherche où? Dans tout le pays, dans toute la contrée. Bien, je pense qu'on évolue, chers apprenants. C'est une histoire que vous connaissez, que vous affectionnez. Et je pense que le message est en train de passer, n'est-ce pas? Bien. Alors, consigne. Quel événement vient rétablir l'équilibre du récit? Si on part du fait, chers apprenants, que le prince est en train de chercher Cendrillon dans tout le pays, dans toute la contrée, est-ce que le texte s'achève laissant le prince toujours sur sa soif, sur sa quête? Ou y a-t-il un événement qui vient rétablir l'équilibre, qui vient mettre une fin à sa quête? Moi, je pense, j'ai lu le texte, je pense qu'il y a un événement qui vient rétablir l'équilibre, c'est que le prince finit par retrouver Cendrillon et la chaussure, la pantoufle de verre qu'elle essaye lui sied. Plus qu'à ses deux sœurs dont on dit dans le texte que les pieds étaient trop grands. Donc, l'équilibre est donné par la retrouvaille de Cendrillon. Le prince retrouve sa bien-aimée Cendrillon et il se dit qu'effectivement c'est elle parce que la chaussure lui va. Mais au-delà, la marraine la fée revient encore transformer Cendrillon comme au jour du bal. Alors là, le prince véritablement accepte définitivement qu'il s'agit bel et bien de celle dont il est tombé amoureux. Alors, comment s'achève le récit, chers apprenants? Est-ce que le récit s'achève lorsqu'on dit que le prince a retrouvé Cendrillon? Non, je ne pense pas. Le récit s'achève lorsqu'on dit que le prince se marie à Cendrillon et ils vivent heureux et ils ont beaucoup de bonheur. Et moi, j'ai ajouté, ils eurent beaucoup d'enfants parce que si on dit qu'ils ont vécu heureux, ils ont eu beaucoup de bonheur, forcément, leur histoire a été heureuse et ils ont bénéficié de beaucoup d'enfants. Alors voilà donc l'événement qui marque la fin de ce récit. En guise de récapitulatif, chers apprenants, une question. En combien de points se résume donc le schéma narratif? Toutes les questions que j'ai posées dans ce traitement de la situation problème ont un rapport avec chaque point du schéma narratif. Rappelez-vous, au début, j'ai demandé comment commence l'histoire. Quel est l'événement qui vient perturber la tranquillité de cette famille? Quels sont les événements qui suivent la mort du père de Cendrillon? Quel est l'événement qui vient rétablir l'équilibre qui avait été perturbé au début par la mort du père de Cendrillon? Et comment s'achève l'histoire? Ces questions ne sont pas au hasard, chers apprenants, mais elles marquent chacune ce qu'on entend par étape du schéma narratif. Voilà pourquoi nous aboutissons à la formulation de la règle. Et en premier point, chers apprenants, il est important que vous connaissiez ce qu'on entend par genre narratif. Quand on dit tu devras construire le schéma narratif d'un texte narratif, tu dois comprendre que le roman est un texte narratif. Le conte est une narration. La nouvelle narration, la fable est une narration. La légende, le mythe également sont des textes narratifs. Est-ce qu'on se comprend? Il y a trois genres majeurs, le théâtre, la poésie et le roman. Le roman est un genre narratif, tout comme le conte, la nouvelle, la fable, la légende et le mythe. C'est clair? Bien, on continue. 2. Qu'est-ce que le schéma narratif? Quelle est son importance? Le schéma narratif, cher apprenant, te permet de situer les événements par rapport aux autres. Les événements d'une intrigue par rapport à l'évolution d'une histoire. À partir du schéma narratif, tu peux dépiécer une histoire en fonction des actions qui la gouvernent. Bien. Et quelles sont donc les étapes du schéma narratif? On a 1. La situation initiale ou encore incipit. La situation initiale, c'est le début de l'histoire. Et dans cette situation initiale, généralement, on vous fait convoquer les circonstances de l'événement.
Tu vas voir lorsqu'on te donne un examen ou une épreuve d'expression écrite, où on te demande de produire un texte à dominante narrative, on va te dire, situe l'histoire en évoquant le lieu de l'action, les personnages et l'événement. Là, il s'agit de la situation initiale. Qui, où, quand? Tu dois répondre à ces questions à ce niveau-là. Maintenant, cette situation initiale, qui est généralement paisible, va maintenant être perturbée par un événement perturbateur. Deuxième étape du schéma narratif. Ça peut être la mort d'un proche, comme le père de Cendrillon. Ça peut être un homme qui va se marier à une autre femme à qui il n'a pas promis le mariage, en abandonnant celle à qui il a promis le mariage. Là, c'est problématique. Ça peut être un accident. Tu vas à l'école et puis accident. Là, c'est l'événement perturbateur. Cet événement perturbateur va être suivi de plusieurs actions qu'on appelle péripéties. OK? Et ces péripéties vont être sanctionnées par un événement équilibrant. Équilibrant, on a équilibre, on a repos, on a calme. Donc cet événement va venir stabiliser la situation. Ça peut être que l'événement perturbateur aurait été que tu as fait l'accident. L'événement équilibrant, c'est que on t'a opéré et ta situation s'est rétablie. Donc, tu n'es pas mort. OK? Et la situation finale maintenant, c'est que tu as guéri et tu es sorti de l'hôpital. Donc, la situation finale, c'est la fin du récit. Voilà donc les 5 étapes du schéma narratif, cher apprenant, que tu dois bien maîtriser. OK? Alors, en guise d'exercice d'application, voilà un texte d'appui que je vais lire rapidement avec toi. Sois concentré. À 5 ans, il est vrai que ce n'était pas encore le désir d'un père qui me tourmentait, mais plutôt la recherche d'une présence virile, donc une présence paternelle, masculine. S'il y avait eu un homme, n'importe lequel, qui se comporta véritablement en papa, la découverte, plus tard, que je n'avais pas de père, ne m'eût pas tant chagriné. Mais à 6 ans, au cours de ma 2e année de maternelle, un événement semblable à celui rapporté ci-dessus ouvrit définitivement mes yeux sur mon malheur. Ma mère, une fois de plus, était en retard pour me prendre à la sortie de 12 heures. J'en profitais pour saisir le bras gauche du père des Zibi, qui ramenait son rejeton à la maison. J'avais tellement envie de tenir un bras du père, mais la réaction de mon camarade Zibi fut aussi rapide que violente. « Quitte-la » me chassa-t-il, comme on chasse une petite chienne. « Ce n'est pas ton père » continuait-il à aboyer alors que je m'étais déjà éloigné en courant. Des larmes très chaudes inondaient mes yeux. Je heurtais bientôt un obstacle et je m'écroulais par terre où je restais presque inanimé. J'avais donc raison de chercher un père, pensais-je. Un père est bien sacré, puisque Zibi défendait le sien. Où était alors mon père? Pourquoi aucun de mes 2 pères ne m'accompagnait-il à l'école? Alors, aussi évidente que la clarté du soleil, la certitude vint en moi à 6 ans que je n'avais pas de père, pour la simple raison qu'aucun homme ne m'accompagnait à l'école. Une raison d'enfant, peut-être, mais inébranlable. Ma mère me trouva étendue et toute couverte de poussière. Elle me souleva sans mot dire et me ramena à la maison. Je fus étonné qu'elle ne me frappât point. Qu'avait-elle deviné? Je n'en sus rien. Mais sa tendresse de ce soir m'émut profondément, énormément. Elle me lava, assista à mon repas, qu'elle encourageait et me fit dormir dans son lit. Le texte est de Pabé Mongor, tiré de Père inconnu, une de vos œuvres au programme en dehors de 3 prétendants un mari. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit effectivement de construire le schéma narratif du texte. Puisque nous venons de construire le schéma narratif du texte de Cendrillon, là, de Charles Perrault, ici également, il faudrait que je sache si tu as compris
comment fonctionne le schéma narratif. Alors, construis le schéma narratif du texte de Pabé Mongo, tiré de Père inconnu, que nous venons de lire, chers apprenants. Oui. Alors, correction de l'exercice, la situation initiale, la narratrice va à l'école maternelle. Ça, c'est le début de l'histoire. Élément perturbateur, la mère de la narratrice est en retard pour la prendre à la sortie des classes de 12 heures. Et comme sa maman n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Elle saisit le bras du père de son camarade Zibi. Celui-ci la repousse violemment. Elle trébuche, elle tombe au sol. Maintenant, il y a une situation qui vient équilibrer. Sa mère vient donc la chercher à l'école et la trouve au sol. Situation finale, sa mère la ramène à la maison, la lave, la nourrit et la fait dormir dans son lit. Tout est clair, cher apprenant. Tout est clair, mais pour mieux t'exercer, tu as un devoir à faire à la maison, je le lis. Produis un paragraphe narratif de 15 lignes maximum dans lequel tu racontes la célébration de la fête de la jeunesse dans ton établissement. Tu prendras soin d'y faire ressortir les 5 étapes du schéma narratif. Bien, j'espère que tu feras ce devoir. Alors, là, comme bibliographie, nous avons convoqué certains manuels comme Pratique de l'écrit 4e, Cendrillon de Charles Perrault, Père inconnu de Pabé Mongo, L'excellence en français de Nanfay Ali et bien sûr, nous sommes parvenus, chers apprenants, à la fin de cette leçon et la prochaine leçon portera sur le schéma actantiel. Alors, on se dit next time. Bien, nous avons tous écouté avec attention Madame Pifel. Maintenant, on va un peu lever le niveau. On part en classe de 3e pour voir comment Madame Belinga enseigne le schéma narratif en 3e. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Régine Marquis Mbambelinga, enseignante de français. Je suis tutrice des classes de 3e dans le cadre de l'enseignement à distance. Bien, nous allons commencer par le module 1 qui porte sur la vie familiale et socioculturelle. Alors, je m'en vais vous présenter les objectifs, l'objectif attendu à la fin de la première séquence didactique. Quel est cet objectif? Cette séquence didactique, au terme de cette séquence didactique, l'apprenant sera capable de produire un texte narratif. Alors, nous allons commencer par notre leçon du jour qui porte sur l'expression écrite, notamment sur le schéma narratif. Bien. Qu'est-ce qui est attendu de vous à la fin de cette leçon? Au terme de cette leçon, donc, tu dois être capable de construire un schéma narratif en vue de raconter une histoire. Bien, on passe aux objectifs intermédiaires de notre leçon. À la fin de la leçon, donc, tu dois être d'abord capable d'identifier les étapes du schéma narratif et ensuite de construire le schéma narratif d'un texte. Qu'est-ce qu'on entend même d'ailleurs par schéma narratif? Et quelles sont les étapes du schéma narratif? Alors, pour mieux aborder cette notion, il est préférable pour vous que nous puissions revenir sur les temps du récit, les indices de temps et de lieu, et le texte narratif en lui-même. S'agissant des temps du récit, nous allons revenir sur le présent de l'indicatif, encore appelé présent de narration, sur le passé simple et l'imparfait de l'indicatif. En ce qui concerne les indices de temps et de lieu, il sera question ici pour vous des indices qui permettent de situer l'action dans le temps et dans l'espace. S'agissant enfin du texte narratif, vous savez d'ailleurs que le texte narratif sert à raconter une histoire. Il est question ici pour vous de ressortir donc les caractéristiques d'un texte narratif. Quelles sont donc les caractéristiques du texte narratif que vous avez vues depuis la classe de 4e? Parmi ces caractéristiques, nous avons la présence d'un narrateur. On doit également retrouver dans un texte narratif des personnages. On doit retrouver les temps du récit, ainsi que ses indices de temps et de lieu.
Bien. On passe donc au plan de notre leçon. Nous allons commencer par la lecture des corpus, ensuite par la découverte de la situation problème, puis le traitement de la situation problème, ensuite la confrontation, la formulation de la règle et enfin par un exercice de consolidation. Bien, chers apprenants, nous allons lire ensemble le corpus. Alors, je suis attentivement la lecture du texte. Justin était un adolescent très populaire à l'école. Il avait la tête sur les épaules, jouait au football, avait des vêtements griffés. Les filles lui couraient après, mais il n'y en avait aucune qui l'intéressait vraiment. Il était assis au cours d'anglais et attendait que le temps passe. Tout à coup, on cogna à la porte et le directeur vint présenter une nouvelle élève. Son cœur fit un bond lorsqu'il aperçut cette beauté. Il décida qu'il ferait tout pour gagner son cœur. Il commença par lui proposer de lui faire visiter l'école. Elle refusa froidement en gardant la tête baissée. Ensuite, il l'invita à se joindre à lui pour dîner, mais elle déclina son invitation d'un hochement de tête. Il lui envoya aussi une demande d'amitié sur Facebook, mais elle ne l'accepta pas. Justin était découragé. Cette fille était inaccessible. Plus tard dans la semaine, il se rendit à son rendez-vous chez l'orthodontiste pour se faire installer des broches. Il fut très surpris d'y voir la fille de ses rêves. En l'apercevant, elle sembla déstabilisée. Elle lui agressa un grand sourire, un sourire métallique. Justin comprit alors qu'elle avait fui, car elle avait honte de montrer qu'elle portait des broches. Depuis ce jour, les deux tourtereaux sont inséparables avec leur beau sourire de fer. Ce texte est extrait de Excellence en français 3e. Chers apprenants, nous allons relire le texte ensemble. Alors, on suit la lecture. Justin était un adolescent très populaire à l'école. Il avait la tête sur les épaules, jouait au football, avait des vêtements griffés. Les filles lui couraient après, mais il n'y en avait aucune qui l'intéressait vraiment. Il était assis au cours d'anglais et attendait que le temps passe. Tout à coup, on cogna à la porte et le directeur vint présenter une nouvelle élève. Son cœur fit un bond lorsqu'il aperçut cette beauté. Il décida qu'il ferait tout pour gagner son cœur. Il commença par lui proposer de lui faire visiter l'école. Elle refusa froidement en gardant la tête baissée. Ensuite, il l'invita à se joindre à lui pour dîner, mais elle déclina son invitation d'un hochement de tête. Il lui envoya aussi une demande d'amitié sur Facebook, mais elle ne l'accepta pas. Justin était découragé. Cette fille était inaccessible. Plus tard dans la semaine, il se rendit à son rendez-vous chez l'orthodontiste pour se faire installer des broches. Il fut très surpris d'y voir la fille de ses rêves. En l'apercevant, elle sembla déstabilisée. Elle lui agressa un grand sourire, un sourire métallique. Justin comprit alors qu'elle l'avait fui, car elle avait honte de montrer qu'elle portait des broches. Depuis ce jour, les deux tourtereaux sont inséparables, avec leur beau sourire de fer. Nous l'avons dit, le texte est tiré de Excellence en français 3e. Bien, nous passons donc à la première étape de notre leçon qui porte sur la découverte de la situation problème. Bien, nous allons vous présenter la consigne.
Lis l'objectif de la leçon et dis ce qu'on attend de toi à la fin de celle-ci. Lis l'objectif de la leçon et dis ce qu'on attend de toi à la fin de celle-ci. OK. Comme élément de réponse recueilli, je dois être capable de construire le schéma narratif d'un texte. Très bien, c'est correct. On passe immédiatement à la deuxième étape de notre leçon qui porte sur le traitement de la situation problème. Alors, nous allons vous présenter donc la liste des consignes. Lis le texte ci-dessous, puis dis, première consigne, de qui parle-t-il? Deuxième consigne, où et à quel moment débute l'histoire racontée? Que fait le personnage principal à ce moment? Troisième consigne, quel événement vient perturber sa tranquillité de départ? Relève l'indicateur chronologique qui le signale dans le texte. Quatrième consigne, relève et classe les différentes actions qui interviennent après la perturbation. Cinquième consigne enfin, le personnage principal finit-il par conquérir la jeune fille? Tu dois justifier ta réponse. OK. Vous avez quelques minutes pour réfléchir avant de passer aux réponses. Bien. Sans toutefois tarder, nous passons à la confrontation de nos réponses. Bien. Première consigne. De qui parle-t-on dans le texte? Quelle réponse avez-vous trouvé à cette consigne? Bien. Comme élément de réponse, le texte parle du jeune Justin. Il s'agit d'un jeune adolescent et c'est lui le personnage principal du texte. Très bien, c'est correct. On passe à la deuxième consigne de notre traitement. Où et à quel moment débute l'histoire racontée? Que fait le personnage principal à ce moment? Bien, tu dois réfléchir. Où et à quel moment débute l'histoire racontée? Que fait Justin en tant que personnage principal à ce moment? Bien. Comme élément de réponse, nous avons l'histoire débute à l'école, dans une salle de classe. C'est correct. Le jeune Justin était assis au cours d'anglais et attendait impatiemment que le temps passe. Effectivement, cette histoire débute à l'école, dans une salle de classe. Et ce jeune homme attendait effectivement que le temps passe pendant son cours d'anglais. Bien, on passe à la troisième consigne de notre traitement. Quel événement vient donc perturber la tranquillité de départ? Relève l'indicateur chronologique qui le signale dans le texte. Quel événement vient troubler la tranquillité de départ de Justin? Tu dois relever l'indice chronologique, l'indice de temps qui le signale dans le texte. OK. Comme réponse recueillie, l'événement qui vient perturber sa tranquillité de départ est l'arrivée du directeur, accompagné de sa nouvelle camarade. Très bien. Quel est donc l'indicateur chronologique qui le signale? L'indicateur chronologique qui le signale dans le texte est tout à coup. Effectivement, il s'agit ici de tout à coup. Bien. On passe à la quatrième consigne. Relève et classe les différentes actions qui interviennent après la perturbation. Tu dois me relever et me classer les différentes actions qui interviennent après la perturbation. Qu'est-ce qui se passe dans le texte après la perturbation, après l'arrivée de cette jeune fille? OK. Comme réponse, les actions qui interviennent après la perturbation sont
Il y a d'abord le cœur de Justin qui fit un bond lorsqu'il aperçut cette beauté. C'est correct. Autre élément, il lui proposa de lui faire visiter l'école. Correct. Il l'invita à se joindre à lui pour dîner. C'est toujours correct. Il lui envoya enfin une demande d'amitié sur Facebook. Alors, quelle était la réaction de la jeune fille face à toutes ces propositions faites par Justin? On nous fait comprendre ici que la jeune fille ne les a pas acceptées. Alors, c'est toujours correct. Bien, on passe à la 5e consigne de notre traitement. Le personnage principal finit-il par conquérir la jeune fille? Tu dois justifier ta réponse. Est-ce que Justin, après toutes ces étapes, a fini par conquérir le cœur de cette beauté? Tu me justifies ta réponse. Bien, tu as quelques minutes pour réfléchir. Je t'accorde quelques minutes pour réfléchir et me faire parvenir ta réponse. Le personnage principal finit-il par conquérir le cœur de la jeune fille? Comme élément de réponse, nous notons que Julien finit par conquérir la jeune fille parce que les deux personnages deviennent inséparables. Effectivement, ces deux personnages sont inséparables. Ok, chers élèves, chers apprenants, nous sommes parvenus à la fin de notre 4e étape de la leçon qui portait sur la confrontation de nos réponses. Alors, que pouvons-nous retenir de cette leçon qui porte sur le schéma narratif? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la leçon qui porte sur le schéma narratif? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette leçon? Quelles sont les différentes étapes du schéma narratif? Vous avez quelques minutes pour réfléchir. Alors, on retient ici que le schéma narratif désigne l'ensemble des étapes qui constituent le déroulement chronologique de l'histoire. En d'autres termes, il s'agit ici des étapes du récit. Ainsi, on en distingue 5 étapes. Donc, on en distingue 5 étapes. Bien, la première étape porte sur la situation initiale. C'est la situation de calme ou d'équilibre qui prévaut au début du récit. Il s'agit ici de la stabilité qui règne au début de l'histoire racontée. On peut prendre l'exemple dans notre texte, l'exemple de Julien, du texte de Justin. On nous fait comprendre que l'histoire débute à l'école et dans une salle de classe. Et le jeune Justin, ce jeune adolescent, était assis au cours d'anglais et il attendait patiemment que le temps passe. Effectivement, c'est la situation de calme qui règne donc au début de cette histoire. Bien, nous passons à la deuxième étape du schéma narratif qui porte sur l'élément perturbateur. Qu'est-ce qu'un élément perturbateur dans un récit? L'élément perturbateur, c'est l'élément ou l'événement qui vient modifier ou perturber le calme du départ. En d'autres termes, c'est l'apparition d'un problème. Quel est donc l'événement qui est venu modifier le calme qui régnait dans l'histoire de Justin au départ? Bien, on nous fait comprendre ici que l'événement qui vient perturber cette tranquillité de départ est l'arrivée de cette jeune camarade. Effectivement, il s'agit de l'arrivée de cette beauté. Et l'indicateur qui le signale dans le texte est tout à coup. C'est correct. Bien, nous passons à la troisième étape du schéma narratif qui porte sur les péripéties. Qu'est-ce qu'on entend ici par péripéties? Alors, les péripéties sont des différentes actions que les personnages entreprennent pour enrichir le récit et le rendre dynamique. Ce sont donc des actions
que les personnages entreprennent pour rendre le récit plus vivant. En ce qui concerne notre texte, comme action relevée, nous avons d'abord le cœur de Justin qui fit un bond lorsqu'il aperçut la beauté, sa camarade, sa nouvelle camarade. Comme autre action, il lui proposa de lui faire visiter l'école. Autre action, il l'invita à se joindre à lui pour dîner. Autre action, il lui envoya une demande d'amitié sur Facebook. Mais au regard de toutes ces propositions, la jeune fille n'accepta pas ces propositions, encore moins sa demande d'amitié sur Facebook. Alors, on passe là à la quatrième étape de notre schéma narratif qui porte sur la résolution, encore appelée la sanction. Et qu'est-ce qu'on entend ici par la résolution? La résolution désigne l'événement qui rétablit l'équilibre. Ici, le problème est résolu et le manque est comblé. Très bien. Comme exemple, dans notre texte, dans notre corpus, nous avons là la rencontre imprévue entre Julien et la jeune fille chez l'orthodontiste. Nous avons même également le sourire adressé à Julien par la jeune fille lors du rendez-vous imprévu. Bien. Et en dernière étape, nous avons la situation finale. En quoi consiste la situation finale dans un schéma narratif? La situation finale, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation finale marque la fin de l'histoire racontée. Elle équivaut à la fin du récit. Et cette fin peut être heureuse ou malheureuse. En ce qui concerne notre texte, cette fin est-elle heureuse ou malheureuse? Nous avons vu tous ensemble que cette fin a été heureuse par Julien, parce qu'il a fini par conquérir le cœur de la jeune fille. Et les deux tourtereaux sont devenus inséparables jusqu'à la fin. Bien, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de cette leçon qui portait sur le schéma narratif. Nous allons donc passer à la consolidation. Les consignes. Lis le texte ci-dessous, puis réponds aux questions suivantes. Tu dois lire le texte attentivement et ensuite tu dois répondre aux questions qui te sont proposées. Première consigne. De qui parle-t-on dans le texte? Quelle est sa profession? Deuxième consigne. Où se situe l'action racontée? Troisième consigne. Quelle est la situation de départ dans l'histoire racontée? Quatrième consigne. Qu'est-ce qui vient perturber cette situation de départ? Cinquième consigne. Quelles en sont les conséquences? Sixième consigne. Quelle est la situation finale de l'histoire? Bien, nous allons donc lire ensemble le texte. Oneto avait surpris les éléphants dans la clairière au repos de midi. Un gros mâle dormait, l'échine aux arbres. Une femelle allaitait son petit. Pourquoi Eneto décocha-t-il sa flèche? Et juste comme le vent tournait, les éléphants avaient éventé l'homme. La femelle avait pris le talis et s'était enfoncée sous le couvert, et emmenant son petit dans ses pattes. Mais le mâle s'était jeté sur les pas d'Oneto. La forêt était dense. Le chasseur poursuivi avait essayé de dépister l'animal furieux qui écrasait les petits arbustes, faisait sonner la trompette de guerre qui semble déchirer du cuivre et maintenant il forçait
le chasseur. Oneto se faufilait à travers les arbres. L'éléphant avait réussi à le joindre. Il avait ceinturé l'homme de sa trompe, puis l'avait jeté en l'air, tout droit au-dessus de sa tête. Oneto retomba lourdement au sol. Alors, l'éléphant le prit sous ses larges pieds de devant et commença de l'écraser. Lentement, sans tache, on retrouva dans une boue de sang une masse de chair et d'os brisés dans un sac de peau. Ce texte est donc de Guillaume, extrait de La Brousse et la Bête aux éditions de La Grave. Bien. Nous allons donc passer à la correction de cet exercice. Nous revenons sur les consignes qui vous ont été proposées. De qui parle-t-on dans le texte? Quelle est sa profession? Deuxième consigne. Où se situe l'action racontée? Bien, tu as quelques secondes pour réfléchir. Comme élément de réponse donc, on parle d'Oneto, le chasseur. Dans le texte, effectivement, il s'agit d'Oneto. Et l'action se situe dans une forêt. Très bien. Troisième consigne. Où débute l'histoire racontée? L'histoire racontée débute par le repos des éléphants. Effectivement, les éléphants se reposaient au début de cette histoire. Bien. Quatrième consigne. Quel est l'événement qui est venu perturber ce repos des éléphants? Le repos des éléphants, comme élément de réponse, ce repos des éléphants est perturbé par la flèche du chasseur. Effectivement, le repos des éléphants a été perturbé par la flèche du chasseur. Bien, on passe à la cinquième consigne. Quelles en sont donc les conséquences? Et à la sixième consigne, quelle est la situation finale de cette histoire? Bien, comme élément de réponse donc, je relève d'abord comme conséquence, il y a la fuite de la femelle. Les différentes actions qui se suivent dans l'histoire racontée, la fuite de la femelle. Nous avons la poursuite du chasseur par le mâle. Nous avons également relevé la fuite du chasseur, sa capture, sa projection en l'air et enfin son écrasement. La résolution ici est la mort du chasseur. Et enfin, l'histoire se termine par la vengeance des éléphants. Voilà, chers apprenants, présenter le cours sur le schéma narratif. Alors, nous vous présentons là une bibliographie. Il s'agit d'un ensemble de livres et d'ouvrages qui nous ont permis de préparer cette leçon. Nous nous sommes servis donc d'excellence en français, 3e, de Nanfa et Ali. Nous nous sommes servis de la morphologie du conte de Vladimir Prom, paru en 1928, et de l'introduction à l'analyse du roman de Todorov, paru en 2000. Alors, ici s'achève donc notre leçon et on se donne rendez-vous à la prochaine qui portera sur le vocabulaire des sentiments. Au revoir et à bientôt. Bien, on a écouté chacune de ces dames enseigner selon l'APC. Sauf qu'au Cameroun, on dit bien APC ESV, c'est-à-dire approche par compétence avec entrée par situation de vie. Donc, le premier constat qu'on va faire, c'est qu'en réalité, beaucoup confondent situation de vie et situation problème. Non. L'entrée d'une leçon en APC n'a pas besoin de situation problème, plutôt de situation de vie.
différence, c'est quoi? Une situation de vie est quelque chose de réel. Elle n'a pas forcément un problème, mais c'est une mise en contexte de la leçon, tout simplement. La situation problème, c'est à l'intégration. Car la situation problème est censée sortir de l'enfant la compétence modulaire qui a été fixée au départ. Voilà pourquoi il y a une seule compétence par module ou par séquence, c'est bien la même chose. Et cette compétence-là doit être dénichée, jaillie, ressortie de l'enfant tout au long du module. Voilà aussi pourquoi, vous le savez chez Abonné, je n'aime pas la notion d'objectif. J'enseigne sans objectif. La notion de savoir acquérir vaut mieux. Et en amont, je mets les savoirs acquis, ce qu'on appelle généralement les préacquis. Qu'il faut distinguer ici des prérequis. Alors, qu'est-ce qu'un schéma? Si on commence la leçon par là, les élèves vont répondre en disant qu'un schéma est une organisation, une structure. Cette autre question va permettre de mieux situer les choses. Que faut-il d'autre pour narrer? En supposant que narrer, c'est le verbe qui vient de narration et même de l'adjectif qualificatif narratif. Narrer, c'est raconter une histoire. Narrer, c'est raconter, commençons par la majuscule, une histoire. Que faut-il d'autre? Cette autre question qui peut être considérée comme une vérification des prérequis, et là, c'est un acquis. L'enfant comprend rapidement qu'en dehors de ce schéma, il faut autre chose pour pouvoir narrer. Par exemple, il faut les personnages, et là, c'est un autre schéma, le schéma actentiel. Il faut utiliser les temps par excellence de la narration ou temps du récit. Il faut utiliser un cadre spatio-temporel. Spatio, espace, temporel, le temps. Bien. Le corpus est directement la situation de vie. Je ne sais pas ce qu'elles entendent par situation de problème dans leur façon d'élaborer le plan de la leçon, mais on ne ressent pas, en mon humble avis, une situation de la vie qui montre une certaine complexité. Peut-être que dans leur logique, la situation de problème, c'est l'ensemble des questions qu'elles posent pour résoudre un problème qu'elles ont soulevé. Moi, je ne comprends pas bien la PCI, je l'avoue. Mais à mon humble avis, on peut ramener la situation de vie au corpus. Et là, vous ne finissez pas le corpus. Vous n'avez pas besoin d'un long corpus. Vous faites que l'enfant se sente obligé de finir lui-même l'histoire. Alors, prenons notre corpus et on le lit pas à pas. Hier nuit, aux environs de 20h, mon père et moi nous sommes allés à une veillée de corps dans notre quartier. Dans les lignes suivantes, je relate la scène. Alors, on sent qu'il s'agit d'une introduction. On va à la ligne. Après l'installation de la dépouille au salon, les familles venaient s'installer tranquillement. Point. Ici, il y a une situation de tranquillité. Tout allait bien, de paix. Ça veut dire qu'en réalité, à ce niveau, s'arrête la situation initiale. Alors, jusqu'à ce que le cercueil commence à faire des bruits. Alors là, on va mettre présent. Inquiet, nous tous. Ça veut dire que voici l'élément perturbateur. Perturber, c'est déranger. Perturbateur. Nous allons commencer à chuchoter. Le cadavre cassa d'en haut le cercueil, par exemple avec un coup de pied, et se mit à parler. Vous faites quoi ici? Donc je suis mort, point de suspension. Alors, les suspensions montrent que l'histoire n'est pas finie.
Si le cadavre se met à casser le cercueil, alors c'est un élément non pas perturbateur, mais amplificateur. Ça veut dire qu'il aggrave le problème. Alors, la consigne est claire, lis bien ce texte et travaille. 1. De quoi parle le texte? L'enfant va vous dire que le texte parle d'une veillée de corps. Ressort son schéma, l'enfant va vous dire qu'il y a une introduction, parce qu'il ressent qu'on annonce le développement ici. Et l'enfant lui-même doit finir l'histoire, c'est-à-dire qu'il doit continuer les péripéties, donner la résolution qu'on appelle le dénouement et lui-même faire la situation finale. À partir de là, c'est facile d'élaborer le savoir acquérir. L'élève doit savoir narrer. Narrer, c'est déjà raconter une histoire, à l'oral comme à l'écrit, selon un schéma précis. Et c'est là où le je retiens peut tenir en une phrase. On peut raconter une histoire selon soit le schéma narratif, soit le schéma de narration, contenant l'introduction, le développement et bien sûr la conclusion. Quelle est la différence entre schéma narratif et schéma de narration? C'est que le schéma narratif est l'ensemble des 5 étapes que les deux dames ont très bien expliquées avec assez de maestria. Et le schéma de narration a le plan d'une dissertation sur la feuille de composition, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, en réalité, l'élève a le choix à l'examen, notamment au BEPC. Il peut considérer chaque partie de la consigne comme étant chaque étape de son travail. C'est-à-dire, consigne 1, il fait l'introduction. Consigne 2, il considère cela comme le corps du devoir. Consigne 3, il prend comme conclusion. Il peut, autre option, faire une introduction d'une part et une conclusion d'autre part, et il place les 3 éléments de la consigne du BEPC à l'intérieur de son corps du devoir. En ce moment-là, comme on lui demande de faire un texte à dominante narrative, il va faire donc plutôt un schéma de narration et non un schéma narratif. Donc le schéma de narration a une petite introduction qui situe le cadre spatio-temporel. C'était où? C'était quand? C'était quoi? Et on peut annoncer le développement. En ce moment-là, on n'est pas obligé de suivre les étapes de la consigne à l'examen à la lettre. On peut narrer en insérant les mesures à prendre, en insérant les sentiments, ainsi de suite. Et à la conclusion, on sort le dénouement plus la situation finale. On peut même finir la conclusion par une leçon de morale à tirer de l'histoire. Ce qui est sûr en narration, dans la conclusion, il est bon de montrer les sentiments qu'on a éprouvés. Donc, le candidat n'est pas tenu absolument de faire de chaque élément de la consigne une partie de sa feuille de composition. Il peut en amont faire une petite introduction et en aval une petite conclusion et placer les 3 éléments de la consigne à l'examen comme au corps du devoir. D'ailleurs, je vous propose un sujet assez facile ainsi que son traitement. Je lis le sujet avec vous. Tu racontes dans un paragraphe d'une quinzaine de lignes la mésambattue d'une personne dont les bandits ont vidé le compte, Orange Money ou Mobile Money. Tu présentes dans un paragraphe de 12 lignes environ les sentiments que cette personne arnaquée a éprouvés suite au forfait des bandits. Tu suggères à tes proches, dans un paragraphe d'une douzaine de lignes, 2 ou 3 mesures à prendre pour éviter de succomber à ce genre d'arnaque à l'avenir. Bien, voici un corrigé. De nos jours, notre société est notamment composée de personnes malhonnêtes qui arnaquent d'autres via un opérateur de téléphonie mobile. En effet, ma tante a été victime d'une arnaque par un bandit qui s'est fait passer pour un agent de maison Orange. Cet individu, par sa ruse, a vidé tout l'argent qui se trouvait dans son compte Orange Money. L'arnaqueur en question a appelé ma tante au téléphone et lui a fait comprendre qu'il était un agent et qu'elle venait de gagner une forte somme d'argent parce que son numéro a été sélectionné parmi tant d'autres. Cette somme d'argent s'élevait à 200 000 francs et qu'il suffisait seulement pour elle de consulter son compte.
chose qu'elle a fait sans réfléchir. Bon, je crois que là, il y a une faute de grammaire. On devrait dire chose qu'elle a faite sans réfléchir sous le coup de la précipitation. À sa grande surprise, elle remarque qu'elle n'a reçu aucun sou dans son compte et que malheureusement, les 50 000 francs qui y étaient avaient miraculeusement disparu. Un argent servant à payer sa pension à l'université. C'est justement à ce moment qu'elle comprit qu'elle a été victime d'une arnaque. Bon, on pouvait aussi dire, c'est justement à ce moment qu'elle comprit qu'elle avait été victime d'une arnaque. Après cette action d'arnaque, ma tante a éprouvé une grande tristesse. Elle ne savait plus quoi faire. Ce sentiment s'est mêlé à celui de la révolte face à la nécessité de trouver à nouveau de l'argent pour s'acquitter des frais exigibles universitaires, étant donné que la semaine d'après, la composition était programmée. Depuis ce jour malheureux, ma tante a perdu toute l'estime qu'elle avait envers les opérateurs de téléphonie mobile. Ainsi décida-t-elle de porter plainte contre l'inconnu du fait d'une arnaque aggravée. En conclusion, l'arnaque via les téléphones mobiles cause beaucoup de tort à plusieurs clients. Pour éviter de tomber dans ce genre de piège à l'avenir, il est judicieux d'éviter d'insérer son code secret à la demande d'un inconnu. Ensuite, raccrocher immédiatement quand un correspondant cherche à nous embrouiller. Bon, vous pouvez imaginer la suite, c'est qu'enfin, le candidat donne une autre solution ou une autre recommandation pour éviter que cela n'arrive. Là, c'est une possibilité. Mais le candidat peut ne pas suivre ce canevas. Il peut opter pour faire une petite introduction en haut, une petite conclusion en bas, et il insère ces 3 éléments dans le corps du devoir d'une autre façon, sans forcément les séparer, mais de manière à les organiser mieux, avec un peu plus d'originalité. Bien, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et on se retrouve plus tard pour un autre travail. Merci à tous et plein de cœur.